Maintenant, nous allons entendre, et là, je vous demande d'avoir beaucoup d'acuité, il va falloir faire marcher vos neurones. L'éveil du vivant par l'écologie corporelle, par le professeur Bernard Andrieux, qui est philosophe et qui est maintenant à l'université de Rouen. Ah oui, j'ai quitté la Lorraine. Hein. Oui, vous avez quitté la Lorraine, vous avez fait défection à la Lorraine pour aller il y a de tels spécialistes en Lorraine qu'il fallait revivifier le territoire français. Je crois qu'elle y est, parce que je l'ai vu tout à l'heure. Ah, d'accord. Oui, donc je vais terminer, je vous rassure, ça ne va pas durer longtemps. Malgré le fait que les traducteurs ne soient plus là, je vais parler de manière assez simple. Peut-être, j'ai écouté, j'étais là tout l'après-midi, donc j'ai écouté très attentivement tout ça. Je suis maintenant dans un laboratoire d'écologie à Rouen. C'est pour ça que je suis parti d'ailleurs, pour faire un peu d'écologie corporelle. Et j'ai beaucoup entendu, peut-être ça sera un complément par rapport à ce qui a été dit. Finalement, on travaille beaucoup sur le retour, sur le langage, sur la représentation, sur ce que disent finalement les personnes qui fréquentent les jardins. Nous, on est sur des hypothèses un peu plus qu'on appelle deep ecology. Et on va travailler sur une différence qui est difficile à traduire, puisqu'il n'y a plus de traducteur, on va essayer quand même de la traduire. C'est une différence qu'on fait en français entre awareness et consciousness. En fait, très souvent, on traduit awareness aussi par conscience de quelque chose, mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est de travailler sur une clinique de l'éveil. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe dans le corps vivant au moment de l'immersion dans le milieu, sans forcément que le sujet en soit conscient. Hein, c'est-à-dire qu'un des enjeux, c'est finalement qu'est-ce qui va se déclencher. Et dans ce que j'ai entendu, et je le comprends très bien, il y a un souci d'évaluation. Hein, je vois bien que vous êtes dans la phase épistémologique de tout ça, de la validation. Et donc, je ne vais pas du tout aller contre ça, puisque, bien évidemment, ça fait partie de la reconnaissance de cette thérapie et de cette façon de travailler. Mais en même temps, bien évidemment, on se situe dans un courant qui a été développé par un philosophe qui s'appelle Arne Naess, qui vient de disparaître, qui est un des pionniers de ce qu'on appelle la deep ecology. Et où l'idée, c'est que finalement, pour s'écologiser de manière profonde, il faut consentir à ce qu'il y ait un écart finalement entre ce qui se passe dans le corps vivant au moment de l'immersion dans la nature et ce que le sujet va être capable d'en rendre compte. Hein, c'est-à-dire que le grand présupposé de ça, c'est que finalement, notre corps vivant, c'est davantage de choses, hein, et il active davantage de choses qu'en réalité nous sommes en capacité de les penser, ces choses-là. Donc il y a une sorte d'écart, de discontinuité entre ce que nous appelons nous le corps vivant, hein, et la conscience du corps vécu. Alors j'ai bien le sentiment, à pouvoir écouter attentivement les exposés, que bien évidemment on va un petit peu à l'encontre de ce qui a été dit jusque-là, puisque finalement ce qui nous intéresse c'est ce qui est en dessous du seuil de conscience. Hein, et bien évidemment l'immersion dans la nature, c'est quelque chose qui va déclencher des activations dans le corps vivant qui vont favoriser ce qu'on peut appeler l'écologisation du corps. Hein, c'est-à-dire une écologisation pas forcément consciente, mais qu'on pourrait commencer peut-être à mesurer, hein, à travers des dispositifs qu'on va essayer de présenter. Alors le modèle, en fait, c'est un modèle qui on a entendu beaucoup de choses finalement sur ces aspects-là, hein, c'est-à-dire les impressions conscientes, hein, de l'immersion dans le jardin, dans la nature, voire une conscience pré-réflexive, hein, c'est-à-dire finalement comment le sujet peut... j'ai entendu quelqu'un tout à l'heure, un biologiste fascinant, qui nous disait finalement on pourrait travailler sur les effets du végétal, hein, sur la perception, etc. Et ça, c'est des choses qui nous passionnent. Hein. C'est vraiment tout à fait vers ça qu'on va aller, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est l'activation. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe, hein, dans le corps vivant
lorsque je lui fais sentir une fleur, lorsque il va percevoir des couleurs, etc., etc. Et donc ça, aujourd'hui, on sait, avec l'imagerie in vivo, avec les Brain Interface Machines, etc., c'est-à-dire avec un équipement qui permet de mesurer l'activité du cerveau au moment précisément où on est en train d'accomplir une action, qu'il y a des processus d'activation. Et que ces processus d'activation, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire que j'ai aussi remarqué le souci cet après-midi des gens de vouloir donner une signification, de vouloir recueillir la signification finalement vécue par la personne, et c'est très important, puisque finalement c'est la conscience qui va avoir de l'environnement. Mais finalement, cette conscience qu'il a de l'environnement, eh bien, ce n'est qu'une toute petite partie, sans doute, de ce qui est activé lors de l'écologisation dans le milieu. Et que ce qui compte, c'est aussi d'accepter, et ça c'est très difficile au plan clinique et thérapeutique, c'est aussi d'accepter que ce qu'il nous dit de ce qu'il ressent, c'est une toute petite partie, en réalité, de ce qui se passe véritablement dans son corps vivant. Et aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent de voir qu'effectivement, le langage est nécessaire pour faire des évaluations, mais que le corps, dans son immersion dans le milieu, eh bien, il va traverser. Alors, on a dit tout à l'heure des émotions, il va traverser des humeurs, il va traverser des relâchements de posture, des facilités communicationnelles, etc. Tout ça est revenu dans les différents exposés. Et donc, vous voyez un peu la difficulté. Comment travailler sur cet éveil qui, à la différence de la conscientisation, produit une activation du vivant dans le corps à l'occasion d'une immersion qui va être inconsciente. Alors on parlait des patients Alzheimer, c'est bien évidemment encore plus difficile puisque bien évidemment le patient qui n'a plus la capacité de pouvoir se rappeler de ce qu'il vient de faire, etc. Enfin, vous voyez tous les problèmes de restitution. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'a pas été écologisé. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas eu, par son immersion dans la nature, dans le jardin ou dans l'environnement, un certain nombre d'effets sur son propre corps, mais qui sont difficilement évaluables. Donc, il faudrait équiper la majeure partie des gens qui fréquentent la nature, etc., de casques, comme on le fait au Lauria, par exemple, dans des milieux virtuels. Mais si on essaie de construire ce modèle, qu'on a essayé de valider, nous aussi, dans des publications moins prestigieuses que nos éminents collègues de Lorraine, mais malgré tout, nous sommes en train de les valider avec nos doctorants, ce qui nous intéresse, donc on a bien vu que ça, c'est magnifiquement décrit par les collègues qui ont parlé avant nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe en dessous. C'est-à-dire, en dessous, on peut séparer deux zones. Ici, ce qui se passe entre 180, voire maintenant, si vous avez lu le livre de Stanislas Dehaene qui vient de sortir, qui s'appelle « Le Code de la conscience », vous voyez qu'ils vont jusqu'à 40 millisecondes. Donc, ils sont capables de retrouver une activation à partir de 40 millisecondes. Donc, on va dire entre 40 et 180 millisecondes. Et puis, plus on va se rapprocher effectivement vers ce que Richard Schusterman a appelé la somaesthésie, plus on va, sorte une conscience quasiment pré-réflexive, on va pouvoir se rapprocher du seuil de conscience. Donc, bien évidemment, par une méthode top-down, je peux descendre par une attention, comme dit Nathalie Deprat dans son livre qui vient de sortir sur attention et vigilance, je peux descendre dans le vécu pour faire parler la personne sur ce qu'elle ressent, mais ce qui nous intéresse surtout pour nous, c'est la réponse incontrôlable, c'est le mouvement involontaire, c'est ce qui est activé malgré tout dans le corps. Je passe vite parce qu'on me regarde d'un air sévère, donc je passe vite. Non, mais pas que je passe trop vite, d'accord ? Alors là, par exemple, c'est une diapo que j'ai rajoutée avant-hier parce que j'ai une doctorante qui travaille sur les arts immersifs et c'est une diapo qui dit exactement ce que je veux dire. C'est-à-dire c'est une diapo qui consiste à recueillir l'activité du cerveau et à transformer les ondes qui sont récupérées par le cerveau pour les projeter à l'intérieur
d'une coupole dans laquelle il y a des capsules de couleurs, et suivant la fréquence qui est de l'activité du cerveau, suivant les pensées bien évidemment de cette personne, ça va donner sur la toile une projection de couleurs. Eh bien, c'est exactement ça que j'essaie de c'est une métaphore qu'on appelle ça, nous on a appelé ça les arts immersifs avec notre doctorante, on a sorti un manifeste sur ça, qui regroupe 80 artistes contemporains qui travaillent sur ces techniques-là. Mais ça veut dire finalement que si on était capable de pouvoir regarder in vivo comment les gens qu'on immerge dans les jardins et dans la nature activent finalement un certain nombre de zones cérébrales pour pouvoir soit avoir une meilleure des émotions, pour avoir de l'empathie, pour activer certaines choses, eh bien, on trouverait très facilement un lien, sinon de cause à effet, mais du moins d'effet à cause, c'est-à-dire de feedback de l'environnement sur l'activation dans le corps vivant. Donc vous trouverez tout ça sur Internet, dans le site Behance.net. Donc la question, c'est d'admettre, et ça c'est le pas, c'est pour ça que je suis parti de là où j'étais pour rejoindre cette équipe, c'est que notre présupposé, c'est de dire que le corps vivant est éveillé par une écologie spontanée avec le monde, tandis que bien évidemment, on peut aussi le solliciter, et je participe au colloque de l'évolution psychiatrique qui a lieu sur la conscience la semaine prochaine. On peut aussi le solliciter par un réveil clinique. C'est-à-dire qu'on peut, et je crois que le fait d'amener des gens dans des jardins, ça participe de cette activation exogène. C'est-à-dire vous pouvez provoquer cette activation, même si, bien évidemment, les lésions neuropathologiques rendent difficile cet éveil spontané, et le fait que peut-être il n'y aura pas véritablement, il y aura activation, mais il n'y aura pas conscientisation de cette activation. Donc je passe sur ça. D'où la proposition. Je vous recommande le livre de Sylvain Tesson qui vient de sortir, qui s'appelle « S'abandonner à vivre », qui est une belle expression, qui est de dire que finalement il faut s'abandonner à son vivant et pas être tout le temps dans le contrôle, finalement dans la volonté, puisque bien évidemment le fait d'immerger des gens dans la nature, c'est aussi admettre qu'on peut jardiner son intériorité en laissant passer, Michel Berger disait avant de mourir, laisser passer les rêves, on peut laisser passer aussi les activations en soi, notamment en travaillant la notion de présence, en travaillant la notion de présence au monde. Une présence sans connaissance de soi n'est pas une absence corporelle dans le monde. Je crois que ça, c'est ce qu'on tire aussi de la philosophie japonaise, à savoir qu'on peut se paysager, on peut faire corps finalement avec le monde, sans forcément attendre une conscientisation qui soit uniquement représentationnelle. Et donc c'est Augustin Berg, bien évidemment, bien connu de tous ceux qui travaillent sur l'écologie, notre maître à tous, japonisant, qui a sorti donc ce magnifique volume il y a quelques semaines, qui s'appelle Poétique de la Terre, après son livre fondateur Écoumène, dans lequel vous trouverez bien évidemment les fondements de cette relation, finalement, de l'introduction, parce que c'est ça que je voudrais vous faire prendre conscience, mais je crois que vous avez déjà activé tout ça depuis longtemps. Immerger des gens dans la nature, dans le jardin, c'est bien évidemment participer à leur écologisation. Et la question de savoir quelle écologisation je veux faire. Est-ce que c'est une écologisation environnementale ou est-ce que c'est, comme je l'ai appelé, une écologie corporelle? Ici, 4 volumes qui sont épuisés, je vous rassure, donc vous ne pouvez même pas les acheter. Sur les 4 éléments, reprenons le projet de Bachelard. Reprenons le projet de Bachelard et voyons comment, avec l'air, la terre, le feu, le soleil en l'occurrence, ou l'eau, comment finalement, en immergeant les gens dans cela, eh bien, on va provoquer des processus d'écologisation qui ne sont pas forcément des processus, on va dire, entièrement représentationnels.
Et donc je terminerai par cette expression qui est une expression de mon bordelais natal. On appelle ça un goût de terre. Quand on ouvre une bouteille de Bordeaux, on ressent la terre qui est dans le vin. Et c'est ça que nous appelons la cosmosensation. La cosmosensation, c'est l'idée que finalement, il y a la possibilité au moins d'activer une relation au cosmos qui a été perdue finalement avec l'urbanisation, mais aussi de permettre aux personnes, en fréquentant les éléments, les 4 éléments, mais on peut en rajouter d'autres si on est adepte de la pensée orientale, de proposer une sensation qui vient de l'intérieur, c'est-à-dire ce que Georges Vigerlo appelle dans son dernier livre la perception interne de soi. Je vous remercie. Bon, ça va, c'était compréhensible. C'est trop court, mais bon, j'ai tenu le délai pour pas que vous ratiez le dernier métro. Oui, une petite question, mais on m'a demandé de faire quelque chose de conclusif, donc s'il n'y a pas de questions, je me fâcherai pas. Il y a monsieur aussi. Oui, très, très rapidement. D'une part, ce côté d'élémentarisation est très développé aussi par John Cooper Powys, qui a fait un livre remarquable sur l'art de vieillir, bien sûr, dans lequel il parle des éléments et de la vieillesse. Deuxièmement, est-ce que vous ne pensez pas que quelquefois les traitements, c'est-à-dire la médicalisation, peut désécologiser ou s'opposer à l'écologisation du corps, de même que l'abus de certaines affaîtries? Le problème est de garder un contact total avec une nature aussi vraie que possible, aussi authentique que possible, et quelquefois dans la volonté de faire des jardins avec des tas de petites choses, des machins et des trucs, voire des œuvres d'art. Votre remarque est pertinente, c'est pour ça que j'étais un peu gêné de parler simplement du jardin, parce que pour moi le jardin ce n'est pas la nature. Je veux dire, je crois qu'il y aurait un grand débat à faire sur la différence entre le jardin, la nature, l'environnement, etc. Et donc le degré d'immersivité et donc les effets de l'écologisation sont complètement différents. Donc on sait très bien que les gens qui vivent tout le temps dans la nature ou à la campagne, ils ont un mode d'écologisation qui est complètement différent de personnes urbaines qu'on va mettre dans le magnifique jardin de Nancy. Mais finalement, s'ils n'ont pas eux-mêmes eu dans leur curriculum cette relation à la nature et au cosmos de par une éducation, par exemple, campagnarde, ils ne vont pas comprendre. Enfin, ça va activer, mais je veux dire, ce n'est pas la même activation que l'activation cosmique. Pardon. Bonjour, je suis Françoise Crémel, paysagiste et enseignante à l'école de paysage de Versailles. Je fais une thèse avec Gilles Clément qui s'appelle « Être paysage » et dans laquelle je me pose une question un peu similaire à la vôtre par rapport à l'éveil du vivant par l'écologie corporelle. Moi, j'ai appelé « Ce qui du paysage et de moi jouons ensemble » ou plutôt « risquons ensemble ». Et la question du jardin est dans celle-ci, et même peut-être dans votre propos, abordée de la même façon, c'est-à-dire comme une sorte d'artefact temporaire. Je ne sais pas comment vous partagez cette idée-là. Et que peut-être à un moment donné, c'est un retour à la terre, mais à la terre presque mangée, auquel on aurait affaire. Enfin, je voudrais proposer comme possibilité le fait d'entrer en contact avec l'élémentaire, enfin, je joue sur le mot, élémentaire, jusqu'à pouvoir l'ingérer dans son contact physique, si ce n'est physiquement... dans le sens où on mange effectivement des particules de terre,
en avoir une forme de conscience et puis après retravailler la thérapie avec des médiations qui seront des dessins, qui seront des promenades, qui seront des contacts, des touchés sur lesquels on pourra avoir une expression Dans parlée. le livre Un goût de terre, je parle de ça, des gens qui mangent la terre, ou les gens qui se mettent dans la terre, qui s'enfouissent dans la terre, etc. Et celui-là, il est encore en vente ? On le trouve, oui, sur Internet. D'accord. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans ce que vous dites, la question qui se pose, et c'est un peu, ça m'a perturbé, donc c'est pour ça que je marchais beaucoup derrière, parce que j'aurais voulu intervenir plusieurs fois. La question que je me posais, c'est finalement à quel type de granularité on arrive par rapport à la question de la nature lorsqu'on est dans un jardin qui a été extrêmement fabriqué, etc. Et donc, on pourrait se dire c'est artificiel. Mais en même temps, dans le modèle qu'on essaie de développer sur l'écologie corporelle, c'est que, par exemple, ce magnifique, je ne sais pas si c'est naturel, ça. Oui. Voilà. Ce qui va compter, bien sûr, c'est la texture. Bien sûr, c'est la texture, c'est l'odeur, etc. Mais c'est aussi la manière, finalement, dont je vais être écologisé par ça. Donc, je veux dire, ça serait difficile d'établir une hiérarchie, même si chez les écologistes comme Arnaes, eux, ils estiment que le jardin, c'est du bricolage. Je veux dire, pour eux, je veux dire, il faut en revenir à une immersion totale dans la nature, etc. Lui-même vivait au fin fond des bois, enfin, etc. Et tous ces gens-là, les écologues purs et durs, voilà. Donc il y a vraiment une gradation. Mais y compris dans la notion de paysage. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a un monsieur qui voulait poser une question ici. Bonsoir, Dominique Moser, paysagiste. Écoutez, je vous remercie pour votre conférence. Je vous remercie d'avoir parlé un peu de l'homme et de ne pas l'avoir oublié en fait, parce que j'ai l'impression qu'on a fait beaucoup de diagnostics, beaucoup de tests et de choses, et on a un peu parlé de l'homme. Du coup, je voulais en revenir un peu au jardin et revenir, juste faire un petit commentaire peut-être par rapport à la vision cosmique qu'on a du jardin, oui, et qu'on a toujours eu en fait tout au long de l'histoire. C'est-à-dire que le jardin a été en particulier clos et c'était le lieu où l'homme se retrouvait face à la nature sauvage. Bien sûr, bien sûr. Et où il le domptait, et où il trouvait justement sa relation, disons, cosmique et mystique de sa relation au monde. Du coup, voilà, j'ai pas tellement de questions, je voulais juste vous remercier. Oui, tout à fait. Et j'ai pensé à ça avec le jardin de CHU de Nancy que je connais bien. La question, c'est que bien évidemment, par exemple, là je suis invité par l'université de Kyoto, donc je pars 3 semaines en janvier, et justement sur cette question-là, on voit que eux, bien évidemment, ils conservent par exemple l'orientation du jardin, les axes, la position dans l'espace, etc. Je veux dire, bon, sans doute ça a été conservé là, mais je veux dire, eux, ils ont un arrière-plan cosmologique qui est toujours présent. C'est ça que je veux dire. Et que ce que disait Alain tout à l'heure, ou Martine, c'est que finalement, dans une culture de la campagne, dans une culture de gens qui ont des référentiels par rapport à la position du soleil, etc., bon, on le voit immédiatement, effectivement, que les gens peuvent se repérer par rapport à ça. Le problème, c'est de savoir si c'est perdu. Moi, je suis un optimiste, je ne pense pas que ce soit totalement perdu. Je vais le regarder maintenant à l'intérieur du corps et je pense que c'est activé et que c'est toujours bien présent dans le corps à l'intérieur, que le cerveau, lui, il sait parfaitement, il fait le job. Hein. C'est pas parce que la conscience n'a plus les repères culturels, etc. Le cerveau, lui, il prend de l'information, il traite. On sait aujourd'hui qu'il est capable de faire ça. Donc, il y a les structures innées, voilà, pour qui nous permettent de faire ça. Il y a les repères culturels qui sont sans doute largement changés, mais qu'on pourrait, réintroduire à travers une éducation effectivement à la cosmocité, en tout cas, beaucoup plus forte. Mais il y a un livre très intéressant qui est sorti justement sur toute la culture des jardins, qui s'appelle Monde clos et Jardin clos. Ah d'accord, ouais, je vais regarder. Il est sorti en 2013 et il est vraiment très intéressant. Il traite de toute l'histoire des jardins clos. Mais je pense que ceux qui ont... Enfin, on le voit à Versailles, hein, je veux dire, c'est très clair que les gars, ils avaient l'arrière-plan métaphysique. Il y a une dame là-bas au fond, ou monsieur devant. Oui, Dominique Pringuet, psychiatre. Vous n'avez pas évoqué les dimensions sacrées
qui peuvent activer, alors même encore plus profond peut-être. On évoquait tout à l'heure l'histoire de phytorésonance, des processus pré-perceptifs. J'ai bien aimé ce terme. Et je crois que vous allez même... l'écologie, se rapproche de l'égologie, à la limite, la reprise phénoménologique transcendantale par Husserl, la reprise d'une méthodologie qui privilégie d'abord le rapport à soi-même. Oui, mais là, si vous voulez, on est en train d'opérer un déplacement que nous appelons de la phénoménologie à une science que nous avons inventée qui s'appelle l'émersiologie. Notre but, c'est pas d'analyser le contenu de conscience, c'est par l'éveil, de favoriser l'émergence de ce qui va traverser la conscience. Et cette émergence, elle peut être provoquée justement par le jardin de manière totalement involontaire. C'est-à-dire que vous pouvez la stimuler de manière exogène, vous pouvez la provoquer. On le voit dans les moyens d'interface machine. Chez les personnes handicapées mentales, on peut provoquer en mettant des implants, récupérer l'énergie, etc. Mais vous pouvez aussi plonger quelqu'un dans un milieu et cette écologisation, elle va se faire. Donc, si vous voulez, ce n'est pas la négation de la phénoménologie, c'est un pas supplémentaire sur ce qu'il y a avant, finalement, la conscience du vécu. Il y a le vivant. Il y a le vivant qui est là, qui est dans le corps, et qui va alimenter, effectivement, des résonances, de l'empathie, de l'écoïsation, etc. Mais finalement, ça se produit sans forcément que le sujet en soit totalement conscient et le maîtrise. C'est ça, simplement, nous, on s'intéresse à ces mécanismes involontaires. Mais ce n'est pas contradictoire avec la phénoménologie, c'est complémentaire. Non, je ne sais pas que c'était contradictoire. Je veux dire qu'on ne parvient pas à résoudre quand même le fait qu'il y ait plutôt quelque chose que rien. Tout à fait. Et donc, on se retrouve sur une autre voie d'approche neuroscientifique, finalement, qui est très prometteuse. J'ai fait ma thèse sur les neurosciences. C'est de la neuroscience. Ça vient des neurosciences in vivo, ce que je racontais. Mais alors, quid du sacré? Historiquement, je dirais. On a parlé du clos, c'est le Bimaristan au début, le jardin, apporte une représentation beaucoup plus que cosmologique, à la limite. Oui. Et comme instance sacrée, mais cette relation à quoi ça relie au niveau neuroscientifique? Mais cette relation cosmologique était intériorisée précédemment, parce qu'elle faisait partie des repères dans l'apprentissage et dans l'éducation. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants sont élevés dans un monde totalement urbanisé, sans qu'ils aient de repères, finalement, une éducation à ça. Donc, ça n'a pas disparu. C'est simplement les milieux dans lesquels on immerge, finalement, nos enfants qui font que la relation au sacré a changé. Pour moi, le sacré n'a pas disparu, il est toujours là. Il suffit de faire 20 km. Là où je suis à Rouen, je me suis perdu au fin fond de l'Orne le week-end dernier. Je peux vous dire que j'ai flippé un maximum. C'est la campagne totale. Je veux dire... Vous n'avez aucun repère, voilà. Donc, et là, je me suis aperçu, j'étais un urbain catastrophiquement, je n'ai pas les repères de la campagne. Donc, c'est intéressant que vous utilisiez le mot éveil parce qu'on y met une majuscule et c'est l'éveil du Bouddha sous un arbre. Bien sûr, bien sûr. Donc, il y a forcément à tout éveil un satori, quelque chose qui relie au sacré. Mais le problème, moi je ne connais pas beaucoup le bouddhisme, donc je sais que Nathalie Deprat est très fervente des pratiques bouddhistes. Moi, pour le moment, j'en reste à l'idée qu'il y a quelque chose qui est éveillé dans son propre corps et qui provoque le vivant. Voilà. Mais quand on parle, Kevin Charras de Fondation Médéric Alzheimer, quand on parle d'éveil, c'est intéressant aussi parce qu'il y a une valence à l'éveil. S'immerger dans la nature, dans une nature non contrôlée de surcroît, c'est un éveil très archaïque. C'est tous les mécanismes de peur, de menace, d'attaque qui sont en premier lieu éveillés avant même une idéalisation qui serait le bonheur complet. Tout à fait. Je veux dire, quand on regarde les origines de l'homme, il a contrôlé son espace naturel pour ça aussi. C'est justement pour s'y sentir bien. Et plus il avait le contrôle sur cet espace naturel-là, alors oui, peut-être qu'effectivement, il s'immergeait, il y avait plus de nature qu'il y en a aujourd'hui. C'est moins d'urbanisation, c'est vrai, mais cette urbanisation, c'est un contrôle. Oui, mais justement, de la nature. Le problème vient du fait qu'on pense que la conscience, c'est uniquement le contrôle de soi. Or, le problème du corps, c'est que le corps n'est pas entièrement contrôlé par la conscience. Je veux dire, le corps, vous le savez bien, avec la maladie, avec la dégénérescence, avec la modification et l'écolisation permanente du corps, le corps est vivant. Simplement, nous essayons désespérément d'en prendre un contrôle rationnel et comme vous le dites, effectivement, l'enjeu de l'environnement, ça a été de contrôler ça, mais c'est une profonde efficacité rationnelle, mais c'est une profonde illusion.
C'est-à-dire que finalement, on est confronté à cette modification qui peut être climatique. On a vu ça avec les tsunamis, etc. C'est-à-dire que, par exemple, les Japonais expliquaient très bien que le tsunami, ça pose aucun problème dans la culture japonaise. Le tsunami, ça cause. Par contre, Fukushima, ça pose un énorme problème. Fukushima n'est pas prévu dans la culture japonaise. On ne comprend pas Fukushima. J'ai acheté un livre là qui vient de sortir qui s'appelle Les évaporés du Japon pour préparer mon voyage et qui raconte comment les Japonais ne peuvent pas l'intégrer dans la mythologie parce qu'ils prévoient bien que d'être absorbés par la nature. Ils prévoient bien qu'il y aura une submersion du Japon. C'est prévu. Je veux dire, dans la mythologie, on sait qu'il y aura des tremblements de terre. Par contre, Fukushima, ils ne comprennent pas. Je veux dire, être détruit par la technique qu'ils avaient contrôlée, etc. Et c'est ça qui fait la différence, à mon avis, entre le fait que là, les cultures ont développé des réponses par rapport à la maîtrise technologique et qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où la technique se retourne vers cet idéal de maîtrise qui est nécessaire, je suis entièrement d'accord, pour être plus efficace, pour vivre plus vieux, etc. Mais que finalement, ça ne doit pas faire disparaître le fait que nous avons besoin d'avoir cette relation avec le vivant. Et il me semble, enfin, c'est ce que j'ai entendu, je suis là demain malheureusement j'ai un cours à Rouen, mais je veux dire, ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a quand même aussi ce désir ici de provoquer des situations où les gens vont être confrontés à une situation immersive en espérant que ça va provoquer des effets. Voilà. Et ces effets seront... Alors on peut... Et là, j'ai bien entendu que c'est très efficace de montrer les changements de comportement, etc., etc. Mais moi, ce que j'entends surtout, c'est qu'il y a certainement un effet fondamental en renouant la relation de la personne à son propre vivant. Et voilà. Et même si le vivant n'est pas terrible, il n'a plus de mémoire épisodique, il n'a plus de... etc. Mais finalement, il y a quelque chose qui s'est activé. Voilà. Et ça, c'est quand même un effet extrêmement bénéfique, je trouve, du colloque que vous faites sur les jardins. Ça me fait plaisir de savoir que ça marche et que c'est efficace. Voilà, nous n'avons pas raté le dernier métro. Non, merci infiniment. Merci infiniment de nous avoir emmenés vers d'autres horizons que nous n'avions pas abordés encore. Et je voulais dire que n'oubliez pas que ce qui est intéressant dans ce 4e symposium, c'est que nous allons, comme nous essayons de le faire très souvent, du général au particulier. C'est vrai que les premières interventions étaient plus généralistes. Elles se sont rétrécies vers des problèmes plus pratiques que vous cherchiez à aborder. Et M. Andrieux nous a emmenés vers quelque chose de plus large encore. Et je pense que c'était en fin de journée un souffle frais bénéfique.